Clara avait 32 ans quand son mari lui annonça la nouvelle qui allait tout changer. Ce soir-là, Mathieu rentra du travail avec cet air satisfait qu'elle reconnaissait trop bien, celui qu'il affichait quand il avait pris une décision sans la consulter. Il posa sa veste sur le dossier du canapé et se tourna vers elle avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Ma sœur vient d'accoucher, et elle va habiter ici pendant 6 mois pour que tu t'occupes du bébé, » lança-t-il, comme on annonce un fait accompli. Clara sentit quelque chose se glacer dans sa poitrine. Elle était en train d'essuyer le plan de travail de la cuisine, et ses mains se figèrent sur l'éponge humide. « Comment ça, elle va habiter ici ?» murmura-t-elle. Mathieu fronça les sourcils comme si la question était stupide. « Nathalie a besoin de repos après l'accouchement et maman a suggéré qu'elle vienne s'installer à la maison. Tu n'as rien d'autre à faire de toute façon, alors autant te rendre utile. » Les mots tombèrent comme des pierres. Clara ferma les yeux une seconde et repensa à la femme qu'elle était 3 ans plus tôt, celle qui avait un poste d'assistante administrative dans une petite entreprise de Lyon, celle qui déjeunait avec ses collègues et rentrait chez elle avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Cette femme-là avait disparu le jour où elle avait épousé Mathieu et quitté son travail à sa demande. Il lui avait promis qu'il s'occuperait de tout, qu'elle n'aurait plus à se soucier de rien. Ce qu'il avait oublié de mentionner, c'est qu'elle deviendrait une employée de maison non payée dans sa propre vie. « Et tu n'as même pas pensé à me demander mon avis ?» osa-t-elle dire d'une voix qui tremblait légèrement. Mathieu leva les yeux au ciel avec cette expression d'agacement qu'il réservait à ce qu'il appelait ses caprices. « Clara, ne commence pas. C'est ma sœur, elle vient d'avoir un bébé, et c'est ton devoir de famille de l'aider. Tu vas quand même pas être égoïste à ce point ?» Le mot égoïste résonna dans la tête de Clara comme une accusation familière. Égoïste quand elle voulait garder un peu d'argent pour elle. Égoïste quand elle suggérait de sortir avec des amis. Égoïste quand elle osait exister en dehors de ses besoins à lui. « Laisse la maison bien propre d'ici leur arrivée », ajouta Mathieu en ouvrant le frigo pour se servir le dîner qu'elle avait préparé. « Maman va passer demain avec Nathalie pour voir la chambre. » Il s'installa devant la télévision sans attendre de réponse, comme si tout était réglé, comme si elle n'avait jamais eu voix au chapitre. Clara resta debout dans la cuisine, l'éponge encore à la main, et sentit quelque chose de différent monter en elle. Ce n'était plus de la tristesse, ni de la résignation. C'était une colère froide et lucide qui lui serrait la gorge. Elle pensa à son petit bureau à l'étage, le seul espace qui lui appartenait encore, celui où elle gardait ses livres et ses quelques affaires personnelles. Mathieu allait sûrement le transformer en chambre pour sa précieuse sœur. Cette nuit-là, Clara resta éveillée longtemps après que Mathieu se soit endormi en ronflant bruyamment à côté d'elle. Elle fixait le plafond dans l'obscurité et repassait en boucle les 3 dernières années de sa vie. Les critiques constantes, le contrôle de l'argent, l'isolement progressif de ses amis, l'effacement de tout ce qu'elle était. Elle n'était plus Clara, elle était juste l'épouse de Mathieu, celle qui nettoyait, cuisinait, obéissait. Et maintenant, il voulait la transformer en nounou gratuite pour sa sœur pendant 6 mois. Une pensée dangereuse traversa son esprit et refusa de partir. Une pensée qu'elle n'aurait jamais osé formuler quelques heures plus tôt, mais qui maintenant brillait dans le noir, comme une promesse. Et si, pour une fois dans sa vie, elle ne restait pas les bras croisés? Le lendemain matin, Mathieu rentra du travail plus tôt que d'habitude, avec plusieurs cartons empilés dans les bras. Il les déposa bruyamment dans l'entrée, sans même retirer ses chaussures, et Clara sut immédiatement que quelque chose de désagréable allait suivre. « On va réaménager la maison pour Nathalie », annonça-t-il en montant directement à l'étage. Clara le suivit avec une appréhension grandissante. Quand elle le vit entrer dans son petit bureau, cette pièce minuscule qu'elle avait transformée en refuge avec ses étagères pleines de romans et son vieux fauteuil récupéré chez sa grand-mère, elle comprit ce qui allait se passer. « Tu vas vider cette pièce », ordonna Mathieu en balayant la pièce du regard comme s'il inspectait un débarras. « Et Nathalie et le bébé vont dormir ici. C'est la seule chambre avec assez de lumière. » Clara sentit sa gorge se serrer. Elle avait passé des mois à aménager cet espace, à le rendre accueillant, à en faire le seul endroit de la maison où elle pouvait encore se sentir elle-même. « Mathieu, c'est mon bureau, » dit-elle doucement en essayant de garder son calme. « C'est le seul espace que j'ai pour moi. On pourrait peut-être installer Nathalie dans la chambre d'amis ?» Le visage de Mathieu se durcit instantanément. « Ton bureau ?» répéta-t-il avec un rire méprisant. « Tu te moques de moi ?»
De toute façon, tu n'en fais rien de cette pièce à part lire tes stupides romans. Ma sœur vient d'accoucher, et toi tu penses à tes livres? Tu es vraiment égoïste, Clara. » Le mot résonna à nouveau, et Clara dut serrer les poings pour ne pas répondre. Elle regarda ses étagères, ses livres soigneusement rangés, le petit espace qu'elle avait créé pour ne pas disparaître complètement. « Je veux que tout soit débarrassé d'ici ce soir », ajouta Mathieu avant de redescendre en claquant la porte derrière lui. Clara resta seule dans la pièce, tremblante de rage contenue. Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage, car la sonnette retentit une demi-heure plus tard. La belle-mère venait d'arriver avec Nathalie et le bébé pour ce qu'elle appela l'inspection. La mère de Mathieu entra dans la maison comme en terrain conquis, suivie de Nathalie qui portait le nouveau-né dans ses bras avec une expression fatiguée mais hautaine. Clara les accueillit poliment, mais la belle-mère ne prit même pas la peine de répondre à son bonjour. « Alors, où est-ce que ma fille va dormir ?» demanda-t-elle en montant directement à l'étage. Nathalie examina chaque pièce avec un regard critique qui rappelait exactement celui de son frère. Quand elles arrivèrent au petit bureau de Clara, la belle-mère hocha la tête avec satisfaction. « Oui, cette pièce fera l'affaire. Il faudra repeindre, évidemment, ce beige est vraiment déprimant, » déclara Nathalie en parcourant les murs du regard. Clara sentit quelque chose se briser en elle, mais elle garda le silence. « Et j'espère que tu sais t'occuper d'un nouveau-né, Clara ?» continua Nathalie avec un sourire qui n'en était pas vraiment un. « C'est très exigeant, pas comme passer l'aspirateur ou faire la vaisselle. Il faut vraiment être attentive et dévouée. » La belle-mère ajouta d'un ton faussement bienveillant. « C'est ton devoir de famille, ma chérie. Ma fille a besoin de repos et toi, tu as tout le temps du monde. Tu vas voir, ça va te donner un peu de sens dans ta vie. » Elles redescendirent en discutant entre elles des modifications à apporter à la maison, de la routine du bébé, des repas qu'il faudrait préparer. Clara les suivait comme une ombre, serrant les dents tellement fort que sa mâchoire lui faisait mal. Personne ne lui demanda son avis, personne ne la regarda vraiment. Elle était juste la boniche qui allait servir. Quand elles partirent enfin, Clara monta dans son bureau et s'assit par terre au milieu de ses livres. Elle resta là longtemps, les genoux remontés contre sa poitrine, à regarder cet espace qui ne lui appartiendrait plus dans quelques jours. Puis, elle prit son téléphone et ouvrit son vieux compte bancaire qu'elle n'avait pas consulté depuis des mois. Il restait exactement 340 €, tout ce qui subsistait de sa vie d'avant. Ce soir-là, pendant que Mathieu ronflait déjà, Clara resta éveillée dans le noir et prit une décision qui lui glaça le sang, mais qui en même temps la fit se sentir vivante pour la première fois depuis 3 ans. Elle allait partir. Elle allait tout organiser en secret, trouver un appartement, retrouver un travail et disparaître de cette maison où elle n'était qu'une servante. Il voulait qu'elle laisse la maison bien propre pour l'arrivée de Nathalie. Elle allait leur donner exactement ce qu'ils méritaient. Les jours suivants, Clara mena une double vie qui lui donnait parfois le vertige. Le matin, elle jouait le rôle de l'épouse soumise qui préparait la maison pour l'arrivée de Nathalie, vidait son bureau carton par carton, nettoyait les placards et hochait la tête quand Mathieu lui donnait ses ordres. Mais dès qu'il partait travailler, elle devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle avait presque oublié. Le premier appel qu'elle passa fut à un avocat spécialisé en droit de la famille, dont elle avait trouvé le numéro sur Internet. Maître Dubois l'a reçue 2 jours plus tard, dans un petit cabinet discret du centre-ville. C'était une femme d'une 50aine d'années au regard direct, qui écouta son histoire sans l'interrompre. « Vous avez droit à une part des biens communs acquis pendant le mariage », lui expliqua-t-elle en prenant des notes. « Et dans votre situation, vous pourriez obtenir une pension alimentaire temporaire le temps de vous remettre sur pied. Votre mari contrôle les finances du foyer, ce qui constitue une forme de violence économique. » Clara n'avait jamais pensé aux choses en ces termes. Violence économique. Les mots résonnèrent dans sa tête pendant tout le trajet du retour. Le lendemain, elle ressortit ses anciens vêtements professionnels du fond de l'armoire et se prépara pour un entretien d'embauche. Elle avait contacté Sophie, une ancienne collègue avec qui elle avait travaillé avant son mariage, et celle-ci lui avait répondu avec un enthousiasme qui l'avait fait pleurer. « Clara, mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Bien sûr que je peux t'aider. Mon entreprise cherche justement une assistante de direction. Viens passer un entretien demain matin. » Clara décrocha 3 entretiens en 1 semaine grâce à son ancien réseau professionnel qu'elle avait négligé pendant 3 ans. Elle se rendit compte avec stupeur que les gens se souvenaient d'elle, qu'ils appréciaient son travail,
qu'elle avait de la valeur sur le marché de l'emploi. Mathieu lui avait tellement répété qu'elle était inutile qu'elle avait fini par le croire. Sophie lui proposa même de la loger temporairement dans sa chambre d'amis, le temps qu'elle trouve un appartement. Les deux femmes se retrouvèrent pour un café, et Clara dut retenir ses larmes quand son amie la serra dans ses bras. « Tu as l'air épuisée », murmura Sophie. « Qu'est-ce qui s'est passé avec Mathieu ?» Clara ne put pas tout raconter, mais elle en dit assez pour que Sophie comprenne. Son amie lui serra la main par-dessus la table. « Tu peux compter sur moi. Quand tu seras prête à partir, ma porte est ouverte. » Le plan de Clara prit forme méthodiquement. Pendant que Mathieu était au bureau, elle commença à transférer ses affaires personnelles chez Sophie par petits paquets discrets. Ses vêtements préférés, ses documents importants, les photos de famille qu'elle tenait de sa grand-mère, ses livres les plus précieux. Elle récupéra aussi la petite boîte à bijoux héritée de sa grand-mère que Mathieu voulait vendre l'année précédente pour s'acheter une nouvelle télévision. Mathieu ne remarqua rien. Il était trop occupé à planifier l'installation de sa sœur, à commander des meubles pour le bébé, à donner des instructions que Clara notait docilement. Elle avait perfectionné l'art de disparaître, de se faire invisible, et maintenant elle utilisait cette compétence pour préparer sa fuite. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Mathieu entra dans la cuisine et la regarda d'un air étrange. « Tu as l'air bizarre ces derniers temps », dit-il en fronçant les sourcils. « Tout va bien ?» Clara sentit son cœur bondir dans sa poitrine, mais elle continua à couper ses légumes avec des gestes réguliers. « Tout va parfaitement bien », répondit-elle avec un sourire doux. « Je prépare une surprise pour l'arrivée de Nathalie. » Ce n'était pas un mensonge. Elle préparait effectivement une surprise. Simplement pas celle qu'il imaginait. Mathieu parut satisfait de cette réponse et retourna devant la télévision sans poser d'autres questions. Clara expira lentement et continua sa tâche. Le jour suivant, elle visita 3 appartements en location. Le dernier était un petit studio lumineux au 3e étage d'un immeuble tranquille, avec une kitchenette propre et une fenêtre qui donnait sur un square arboré. Le loyer était élevé pour ses moyens, mais gérable avec le salaire qu'on lui avait proposé lors de son entretien. La propriétaire, une vieille dame sympathique, lui fit visiter l'espace avec gentillesse. « Et c'est pour vous toute seule ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Clara. « Juste pour moi. » Ces mots sonnèrent comme une libération. Juste pour elle. Un espace qui n'appartiendrait qu'à elle, où personne ne viendrait lui donner des ordres ou la critiquer. Elle signa le bail l'après-midi même, les mains tremblantes mais le cœur étrangement léger. Le premier versement vida presque entièrement ses économies, mais elle s'en fichait. Elle avait un appartement, elle avait bientôt un travail, elle avait un avocat. Elle avait un plan. En rentrant chez elle ce soir-là, Clara regarda la maison qu'elle avait entretenue comme une servante pendant 3 ans et ne ressentit plus aucun attachement. Dans quelques jours, Nathalie arriverait avec son bébé et ses exigences. Mais elle ne serait plus là pour les servir. J3 avant l'arrivée de Nathalie. Clara nettoya la maison de fond en comble exactement comme Mathieu le lui avait ordonné. Elle passa l'aspirateur dans chaque recoin, lava les vitres jusqu'à ce qu'elles brillent, astiqua les robinets de la salle de bain, changea les draps de la chambre d'amis. La maison n'avait jamais été aussi propre, et elle savoura l'ironie de la situation. Mais pendant qu'elle nettoyait, elle faisait bien plus que ça. Elle photographiait tous les biens du couple avec son téléphone, méthodiquement, pièce par pièce. Le canapé qu'ils avaient acheté ensemble, l'électroménager, les meubles du salon, tout ce qui pourrait servir de preuve lors du partage des biens. Elle rassemblait aussi les relevés bancaires qu'elle trouvait dans le bureau de Mathieu, les factures importantes, les documents du mariage, tout ce dont son avocat aurait besoin. Le jour J2, Mathieu laissa traîner son téléphone sur la table de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. Clara hésita une seconde, puis le déverrouilla avec le code qu'elle connaissait depuis longtemps. Ce qu'elle découvrit dans ses messages lui coupa le souffle. Il y avait une conversation de groupe entre Mathieu, Nathalie et leur mère. Des dizaines de messages où il parlait d'elle comme si elle n'était pas un être humain. Nathalie l'appelait « la boniche » et se plaignait que la chambre n'était pas encore repeinte. Mathieu répondait en riant qu'il allait la mettre au travail. Mais le pire était encore à venir. 6 mois, c'est bien. Mais si elle accepte de garder le bébé plus longtemps, pourquoi pas 1 an ? Avait écrit Nathalie. Ou 2, avait répondu la belle-mère. De toute façon, Clara n'a rien d'autre à faire. Mathieu avait répondu avec un emoji qui riait.
Pas un mot pour la défendre, pas une once d'hésitation. Il discutait de prolonger indéfiniment son esclavage domestique, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Clara prit des captures d'écran de toute la conversation et les envoya immédiatement à Maître Dubois. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à plusieurs fois. La rage qui bouillonnait en elle était si intense qu'elle dut s'asseoir pour reprendre son souffle. Le lendemain, jour J1, la belle-mère appela pour vérifier que tout était prêt. Clara décrocha avec un calme qu'elle ne se connaissait pas. « Le congélateur est bien rempli de petits plats préparés pour Nathalie, j'espère ?» demanda-t-elle, d'un ton qui n'attendait qu'une seule réponse. « Tout est prêt », répondit Clara avec une douceur glaciale. « Ne vous inquiétez pas. »« Parfait. Ma fille a besoin de repos, pas de stress. J'espère que tu te rends compte de la chance que tu as de pouvoir l'aider. » Clara raccrocha sans répondre et termina ses derniers préparatifs. Elle avait déjà transféré la quasi-totalité de ses affaires chez Sophie au cours des derniers jours. Il ne restait plus que quelques vêtements dans l'armoire pour maintenir l'illusion et les affaires de toilette qu'elle emporterait le lendemain matin. Elle passa sa dernière nuit dans cette maison qu'elle avait entretenue comme une servante, allongée à côté de Mathieu, qui ronflait sans se douter de rien. Elle ne dormit pas. Elle resta les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant le silence de la maison, gravant dans sa mémoire chaque détail de cette dernière nuit pour ne jamais oublier pourquoi elle partait. Au petit matin, quand Mathieu partit travailler sans même lui dire au revoir comme à son habitude, Clara se leva et prit une douche. Elle enfila sa plus belle robe, celle qu'elle n'avait pas portée depuis des années, parce que Mathieu disait qu'elle la rendait trop voyante. Elle se maquilla avec soin, se coiffa, mit les boucles d'oreilles de sa grand-mère. Elle regarda son reflet dans le miroir et reconnut enfin la femme qu'elle voyait. Ce n'était plus l'ombre fatiguée et résignée des 3 dernières années. C'était Clara, celle qui avait existé avant Mathieu et qui allait continuer d'exister après lui. Elle rassembla ses dernières affaires dans un sac, vérifia une dernière fois qu'elle n'oubliait rien d'important. Sur la table de la cuisine, elle déposa une enveloppe blanche avec le nom de Mathieu écrit dessus, et à côté, les clés de la maison. À l'intérieur de l'enveloppe, elle avait écrit une lettre courte et posée, sans cri ni insulte. Elle expliquait qu'elle avait demandé le divorce, qu'elle quittait cette maison où elle avait été traitée comme une domestique, que son avocat le contacterait bientôt. Elle terminait par une phrase qu'elle avait pesée soigneusement. « La maison est bien propre comme tu l'as demandé. Bon courage avec le bébé, Nathalie. Tu vas découvrir à quel point c'est exigeant sans personne pour t'aider. » Clara sortit de la maison, ferma la porte derrière elle et marcha vers sa voiture sans se retourner. Le soleil brillait et l'air du matin était frais sur son visage. Aujourd'hui, ils allaient recevoir la surprise de leur vie. Nathalie, Mathieu et la belle-mère arrivèrent en fin de matinée dans un concert de portières qui claquait et de voix qui résonnaient dans la rue. Clara les observa depuis la fenêtre de son nouvel appartement grâce aux photos que Sophie lui envoyait en direct, postées discrètement de l'autre côté de la rue. Son amie avait insisté pour assister à la scène et Clara ne pouvait pas lui refuser ce plaisir. Mathieu ouvrit le coffre de la voiture et en sortit des valises, des sacs, un couffin pour le bébé. Nathalie descendit avec le nouveau-né dans les bras, l'air fatigué mais triomphant. La belle-mère supervisait les opérations comme un général inspectant ses troupes. Il s'attendait visiblement à trouver Clara en tablier sur le pas de la porte, prête à les accueillir et à porter leurs bagages. La porte d'entrée n'était pas verrouillée et ils entrèrent directement. Sophie envoya un message à Clara avec 3 points d'exclamation. « Ils viennent de rentrer !» Clara imaginait parfaitement la scène. Mathieu appelant son nom, en déposant les valises dans l'entrée. Le silence qui répondait. Nathalie qui commençait à monter à l'étage en cherchant où elle était passée. La belle-mère qui fronçait les sourcils en remarquant que quelque chose n'allait pas. Le téléphone vibra à nouveau. Sophie lui envoyait des photos prises à travers la fenêtre du salon. On voyait Mathieu debout au milieu de la pièce, regardant autour de lui avec une expression perplexe. Puis Nathalie qui descendait l'escalier en courant, le bébé toujours dans les bras, visiblement paniqué. « Où est Clara ? Où sont ses affaires ?» devait-elle crier selon ce que Sophie décrivait dans ses messages suivants. C'est alors que Mathieu vit l'enveloppe sur la table de la cuisine. Sophie envoya une photo floue mais suffisamment claire pour que Clara distingue son mari qui déchirait le papier avec des gestes brusques.
Elle le voyait lire, son visage devenant livide au fur et à mesure que ses yeux parcouraient les lignes. Clara avait écrit cette lettre avec soin, pesant chaque mot pour qu'il soit posé et digne, sans cris ni insultes. Elle expliquait qu'elle avait demandé le divorce, qu'elle quittait cette maison où elle avait été traitée comme une domestique pendant 3 ans, que son avocat le contactera sous peu pour la procédure de séparation. Elle terminait en leur souhaitant bon courage avec le bébé. D'après Sophie, Mathieu avait froissé la lettre et l'avait jetée par terre avant de se mettre à hurler. La belle-mère avait tenté d'appeler Clara, mais le numéro ne répondait plus. Clara l'avait changé la veille. Nathalie s'était effondrée sur le canapé avec le bébé qui commençait à pleurer, réalisant soudain qu'elle allait devoir gérer seule un nouveau-né, sans la boniche gratuite qu'elle s'était promise. Sophie envoya un dernier message accompagné d'un emoji qui pleurait de rire. « Mathieu fait les 100 pas comme un lion en cage. Ta belle-mère a l'air d'avoir avalé un citron. Nathalie pleure. C'est magnifique. » Clara posa son téléphone et regarda autour d'elle. Son petit appartement était presque vide. Juste ses cartons empilés le long du mur et le strict minimum de meubles. Mais c'était Chet elle. Personne ne viendrait lui donner des ordres ici. Personne ne la critiquerait. Personne ne la traiterait comme une servante. Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre avec une tasse de café entre les mains et regarda la rue en contrebas. Ses mains tremblaient encore d'adrénaline, mais pour la première fois depuis 3 ans, elle pouvait respirer. L'air entrait dans ses poumons sans cette oppression constante qui l'écrasait depuis son mariage. Elle était libre, vraiment libre. Son téléphone sonna à nouveau, mais cette fois c'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Clara hésita, puis décrocha. « Madame Clara Morel ?» demanda une voix féminine professionnelle. « Oui, c'est moi. Je vous appelle de la société Bertrand et Associés. Nous avons examiné votre candidature pour le poste d'assistante de direction et nous souhaiterions vous proposer le poste. Seriez-vous disponible pour commencer lundi prochain ?» Clara ferma les yeux et sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de joie. « Oui, » murmura-t-elle. « Je suis disponible. » Elle raccrocha et resta immobile un long moment, le téléphone serré contre sa poitrine. En l'espace de quelques heures, elle avait tout quitté et tout gagné. Elle avait perdu une maison où elle était prisonnière et trouvé un appartement où elle était libre. Elle avait abandonné un mari qui la méprisait et décroché un travail qui la valoriserait. Dans l'ancienne maison, Mathieu devait encore chercher à comprendre comment sa femme soumise avait pu lui échapper. Nathalie devait réaliser que s'occuper d'un bébé sans aide était autrement plus difficile que de passer l'aspirateur. Et Clara, assise dans son studio vide, savourait son café en regardant le soleil illuminer sa nouvelle vie. Le lundi suivant, Clara poussa la porte vitrée de la société Bertrand et Associés, avec un mélange de nervosité et de fierté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle portait un tailleur sobre qu'elle avait acheté avec ses derniers euros et ses cheveux étaient attachés en un chignon professionnel. Dans le reflet de la porte, elle reconnut la femme qu'elle avait été avant Mathieu. Isabelle Bertrand, la directrice, était une femme d'une 40aine d'années, au regard vif et au sourire chaleureux. Elle accueillit Clara personnellement et lui fit visiter les bureaux en la présentant à l'équipe. Les collègues levèrent la tête de leurs ordinateurs pour la saluer avec une gentillesse sincère qui surprit Clara. Personne ne la regardait comme si elle était invisible. Personne ne critiquait sa tenue ou sa coiffure. « Votre bureau est ici », expliqua Isabelle, en lui montrant un espace lumineux près de la fenêtre. « Vous gérerez mon agenda, la correspondance et la coordination avec nos clients. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. » Clara s'installa à son poste et passa la première journée à se familiariser avec les systèmes informatiques et les dossiers en cours. C'était intense et exigeant, mais elle redécouvrait le plaisir du travail intellectuel, des responsabilités, des conversations professionnelles. À midi, 2 collègues l'invitèrent à déjeuner et elles discutèrent de tout sauf du travail, comme des adultes normaux qui partagent un moment agréable. Après 2 semaines, Isabelle passa près de son bureau et posa une main sur son épaule. « Vous êtes efficace, Clara. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un de fiable dans l'équipe. » Ces mots simples firent monter les larmes aux yeux de Clara. Elle avait oublié ce que c'était d'être valorisée, d'entendre qu'on appréciait son travail. Elle dut se retourner vers son écran pour cacher son émotion. Pendant ce temps,
Mathieu tentait de la contacter par tous les moyens possibles. Il utilisait des numéros inconnus, envoyait des messages via des amis communs, oscillant entre menaces et supplications pathétiques. Les premiers messages étaient agressifs. « Ah, tu ne t'en sortiras jamais seul. Tu vas revenir en rampant. Je vais te ruiner avec les frais d'avocat. » Puis le ton changeait quand il comprenait qu'elle ne répondait pas. « Clara, s'il te plaît, on peut discuter. Reviens à la maison. » Elle bloquait systématiquement chaque nouveau numéro sans même lire les messages en entier. Maître Dubois gérait toute la procédure de divorce et Clara n'avait plus à interagir directement avec lui. Sophie était devenue son pilier dans cette transition. Elles dînaient ensemble plusieurs fois par semaine et son amie l'écoutait parler de ses journées au bureau, de ses petites victoires, de ses moments de doute aussi. Un soir, Sophie arriva avec une bouteille de vin et un sourire mystérieux. « J'ai des nouvelles croustillantes », annonça-t-elle, en s'installant sur le canapé de Clara. « Tu te souviens de Nathalie qui devait rester 6 mois chez Mathieu ?» Clara leva les yeux de la salade qu'elle préparait. « Elle est partie au bout de 10 jours, » révéla Sophie en riant. « Ma cousine habite dans le même quartier et elle l'a vue repartir chez ta belle-mère avec toutes ses affaires. Apparemment, s'occuper d'un bébé toute seule sans boniche gratuite, c'était plus difficile que prévu. » Clara ne ressentit ni joie ni satisfaction particulière à cette nouvelle, juste une étrange paix intérieure. Nathalie avait découvert par elle-même ce qu'était vraiment le travail quotidien avec un nouveau-né, et elle n'avait pas tenu 2 semaines. Les jours passèrent, et Clara commença à véritablement s'installer dans sa nouvelle vie. Elle acheta des plantes pour son appartement, des coussins colorés pour égayer le canapé d'occasion qu'elle avait trouvé sur un site de petites annonces. Elle accrocha des cadres avec des photos de sa famille, de ses voyages d'avant son mariage, de moments heureux qu'elle avait presque oubliés. Un soir, assise seule dans son salon avec une tisane et un livre, elle réalisa qu'elle n'avait pas pensé à Mathieu de toute la journée. C'était la première fois depuis son départ. Elle avait passé 8 heures au bureau concentrée sur son travail, déjeuné en riant avec ses collègues, fait ses courses en rentrant, préparé un dîner simple juste pour elle. Et pas une seule fois elle n'avait pensé à son ex-mari. Cette prise de conscience la remplit d'un sentiment de légèreté qu'elle n'avait jamais connu. Le lendemain matin, une convocation de Maître Dubois arriva par mail. Clara l'ouvrit en buvant son café. Mathieu refuse de signer les papiers du divorce. Son avocat demande une médiation et veut négocier les termes de la séparation. Préparez-vous, ça risque d'être compliqué. Il ne veut pas vous laisser partir facilement. Clara posa sa tasse et regarda par la fenêtre de son appartement. Le soleil se levait sur la ville et une nouvelle journée commençait. Elle avait cru que le plus dur était de partir. Elle venait de comprendre que le plus dur serait peut-être de rester libre. Les semaines suivantes transformèrent le divorce en guerre d'usure. Mathieu, humilié par le départ de Clara et furieux de ne plus avoir le contrôle, engagea un avocat particulièrement agressif qui contestait absolument tout. La répartition des biens communs, le montant de la pension alimentaire, même les bijoux de sa grand-mère que Clara avait récupérés. Son avocat prétendait qu'ils faisaient partie du patrimoine conjugal. Les audiences au tribunal s'enchaînaient et chacune vidait un peu plus le compte bancaire de Clara. Les honoraires de Maître Dubois s'accumulaient, et même si l'avocate faisait des efforts pour limiter les frais, Clara voyait ses maigres économies fondre comme neige au soleil. Elle devait parfois choisir entre payer son avocat et manger correctement. Au travail, la pression montait également. Isabelle lui avait confié la gestion d'un dossier important avec un client exigeant, mais Clara était tellement stressée par la procédure de divorce qu'elle commettait des erreurs qu'elle n'aurait jamais faites en temps normal. Elle oubliait des rendez-vous, mélangeait des documents, arrivait fatiguée après des nuits blanches passées à s'inquiéter. Un matin, le client se plaignit directement auprès d'Isabelle. Clara fut convoquée dans le bureau de sa patronne et sentit son estomac se nouer. « Clara, asseyez-vous », dit Isabelle d'une voix qui restait douce mais sérieuse. « Vous êtes quelqu'un de compétent, je l'ai vu dès le début. Mais ces derniers temps, vous n'êtes plus la même. Les erreurs s'accumulent et je m'inquiète pour vous. Tout va bien ?» Clara sentit les larmes lui monter aux yeux malgré tous ses efforts pour garder le contrôle. Elle qui avait juré de ne jamais mélanger sa vie personnelle et professionnelle, se retrouvait à craquer devant sa patronne. Elle raconta tout, les audiences épuisantes, les manœuvres de l'avocat de Mathieu, le stress financier, les nuits sans sommeil. Isabelle écouta sans l'interrompre,
puis poussa une boîte de mouchoirs vers elle. « Je suis passée par là il y a 10 ans, dit-elle doucement. Un divorce compliqué avec un homme qui refusait de me laisser partir. Je comprends ce que vous vivez. Prenez une semaine de congé, Clara. Vous en avez besoin et nous gérerons le dossier pendant votre absence. » Mais le répit fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Clara découvrit que Mathieu avait contacté son ancienne entreprise et répandait des rumeurs sur elle. Il racontait qu'elle était instable, qu'elle était partie sans préavis, qu'elle avait des problèmes personnels graves. 2 opportunités d'emploi mieux payées qu'elle prospectait discrètement pour améliorer sa situation financière se fermèrent brutalement sans explication. Le soir où elle reçut le second refus, Clara s'effondra. Elle rentra chez elle, ferma la porte de son appartement et se laissa glisser sur le sol, le dos contre le mur. Elle resta là longtemps, incapable de bouger, fixant son téléphone posé à côté d'elle. Une pensée terrible traversa son esprit. Elle pourrait appeler Mathieu, abandonner la procédure, accepter un divorce aux conditions qu'il dictait juste pour que tout s'arrête. Peut-être qu'il avait raison depuis le début, peut-être qu'elle ne s'en sortirait jamais seule. Les larmes coulaient sur ses joues, et elle n'avait même plus la force de les essuyer. Elle pleura toute la nuit, recroquevillée sur le sol de son salon, épuisée physiquement et émotionnellement. Le lendemain matin, elle se traîna jusqu'à la salle de bain et se regarda dans le miroir. Son visage était gonflé, ses yeux rouges, ses cheveux en bataille. Elle avait l'air d'avoir été battue, et d'une certaine manière c'était le cas. Mathieu la frappait avec des procédures légales et de la manipulation, mais le résultat était le même, il voulait la briser. Mais elle était encore debout, fatiguée, meurtrie, au bord du gouffre, mais debout. Son téléphone vibra. C'était Sophie. « On se voit ce soir ? J'ai besoin de te parler. » Clara hésita, tentée de refuser, de rester seule avec sa détresse. Puis elle pensa à ses 3 derniers mois de liberté, aussi difficiles soient-ils. Elle pensa à son appartement, à son travail, à la femme qu'elle redevenait lentement. « Oui, » tapa-t-elle, « j'ai besoin de parler aussi. » Elle prit rendez-vous avec sa psychologue en urgence pour l'après-midi même. En sortant de la salle de bain, elle vit son reflet une dernière fois et se fit une promesse. « Je ne vais pas abandonner. Pas maintenant. Pas après être arrivée si loin. » La séance avec sa psychologue fut un tournant. Assise dans le cabinet lumineux, Clara vida son sac, raconta ses doutes, sa nuit sur le sol, la tentation d'abandonner. La thérapeute l'écouta avec attention, puis se pencha vers elle. « Ce moment de faiblesse était normal, Clara. Vous êtes humaine. Mais regardez le chemin parcouru en 3 mois. Vous avez quitté un homme qui vous maltraitait psychologiquement, trouvé un travail, un appartement, reconstruit une vie. Mathieu veut vous faire croire que vous êtes faible parce que c'est sa dernière arme. Mais vous avez le droit de vous battre. » Ces mots résonnèrent en Clara, comme une évidence oubliée. Elle avait le droit de se battre. Maître Dubois l'appela 2 jours plus tard, avec des nouvelles qui changèrent tout. En épluchant les documents financiers que Mathieu avait fournis au tribunal, elle avait découvert des incohérences. Il avait menti sur ses revenus réels pour minimiser la pension alimentaire qu'il devrait verser. L'avocate avait rassemblé les preuves avec l'aide d'un expert comptable et le dossier était solide. « Nous le tenons ?» dit-elle au téléphone. Son avocat va avoir du mal à justifier ses mensonges devant le juge. L'audience suivante fut tendue comme jamais. Clara entra dans la salle du tribunal avec les jambes tremblantes mais la tête haute. Mathieu était assis à côté de son avocat, le visage fermé, évitant son regard. L'avocat de Mathieu tenta de déstabiliser Clara en l'accusant d'avoir abandonné son foyer, de n'avoir jamais vraiment essayé de sauver son mariage. Clara resta calme et répondit posément, dignement. Puis Maître Dubois présenta les relevés bancaires cachés, les dépenses personnelles dissimulées, les mensonges sur les revenus. Elle sortit également les captures d'écran des messages où Nathalie et Mathieu la traitèrent de boniche et planifièrent de la garder indéfiniment sous leur toit. Le juge fronça les sourcils en lisant les messages. Mathieu blêmit et son avocat tenta une manœuvre de dernière minute qui échoua lamentablement. Quand le verdict tomba quelques semaines plus tard, Clara était dans son bureau en train de travailler. Maître Dubois l'appela personnellement pour lui annoncer la nouvelle. Divorce prononcé. Vous obtenez votre part équitable du patrimoine conjugal, une pension alimentaire d'1 an pour faciliter votre transition, et les bijoux de votre grand-mère vous reviennent entièrement.
Mathieu est condamné aux dépens, ce qui signifie qu'il paiera aussi les frais de justice. Clara raccrocha et resta immobile à son bureau, incapable de bouger. Puis les larmes arrivèrent. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement pur. C'était terminé. Vraiment terminé. Elle appela Sophie qui poussa un cri de joie si fort que Clara dut éloigner le téléphone de son oreille. Elles se retrouvèrent le soir même, et Sophie la serra dans ses bras pendant de longues minutes. « Tu as gagné », murmura son amie. « Tu es libre. » Au travail, Isabelle remarqua le changement immédiat. Clara retrouva sa concentration, son efficacité, son sourire. 1 mois après le jugement, sa patronne la convoqua dans son bureau avec une expression mystérieuse. « Clara, votre travail est exemplaire depuis que vous avez rejoint l'équipe. Je voudrais vous proposer le poste de responsable administrative. C'est une promotion avec une augmentation significative. » Clara accepta, encore incrédule devant la tournure que prenait sa vie. Elle reprit contact avec sa mère qu'elle avait négligée pendant les années de mariage. Quand elles se retrouvèrent dans un café, sa mère pleura en la serrant contre elle. « Ma fille, tu es revenue. Je savais que ce mariage te faisait du mal, mais tu semblais tellement perdue. » Clara réalisa à quel point elle s'était effacée, coupée de sa famille, de ses amis, d'elle-même. Elle s'inscrivit à un cours de poterie le jeudi soir et rejoignit un petit club de lecture organisé par la bibliothèque de son quartier. Elle s'offrit un week-end seule à Rouen, se perdit dans les ruelles médiévales, visita la cathédrale, mangea dans un petit restaurant avec vue sur la Seine sans avoir honte d'être seule. Un soir, dans un café, un homme charmant l'aborda. Il était poli, cultivé, visiblement intéressé. Clara discuta agréablement avec lui pendant 20 minutes, puis déclina poliment son invitation à dîner. « Merci vraiment, mais je ne suis pas prête pour ça. » L'homme respecta sa décision et s'éloigna avec un sourire compréhensif. Clara se rendit compte qu'elle ne ressentait aucun regret. En rentrant chez elle ce soir-là, elle s'assit sur un banc face à la Seine et écouta le bruit de l'eau qui coulait dans l'obscurité. Elle ferma les yeux et pensa simplement « Je suis bien, vraiment bien, seule. » 1 an après son départ. Clara se réveilla dans son appartement baigné de lumière matinale et resta un moment immobile, savourant le silence paisible. Son petit studio s'était transformé en véritable refuge avec ses étagères pleines de livres, ses plantes qui poussaient sur le rebord de la fenêtre, ses photos de voyage accrochées au mur. Elle avait visité Rouen, Tours, découvert la France à son rythme, seule et libre. Sa vie professionnelle s'était stabilisée. Elle gérait maintenant une petite équipe de 3 personnes et Isabelle lui faisait entièrement confiance. Son compte bancaire affichait un solde positif pour la première fois depuis des années. Rien d'extravagant, mais suffisant pour vivre dignement et même mettre un peu d'argent de côté chaque mois. Sophie restait sa meilleure amie et elle se voyait chaque semaine pour dîner ou simplement marcher dans les rues de Lyon en discutant de tout et de rien. Clara avait aussi tissé des liens sincères avec 2 collègues de travail, Marie et Céline, avec qui elle déjeunait régulièrement. Un mardi soir, Clara reçut un appel d'une petite association locale d'aide aux femmes victimes de violences. Ils cherchaient des témoignages pour une rencontre et Sophie leur avait donné son nom. Clara hésita pendant 3 jours avant d'accepter. Le soir venu, elle se retrouva dans une salle communale face à une trentaine de femmes assises en demi-cercle. Certaines étaient jeunes, d'autres avaient son âge ou plus. Toutes avaient le même regard fatigué, mais cherchant désespérément de l'espoir. Clara raconta son histoire simplement, sans artifice ni dramatisation excessive. Elle parla de Mathieu qui contrôlait l'argent, de la belle-mère, et de Nathalie qui la traitait comme une servante, du jour où son mari lui avait ordonné de laisser la maison bien propre pour que sa sœur s'installe avec son bébé. « Je suis partie ce jour-là », dit-elle d'une voix qui tremblait légèrement au début, puis s'affermit. « J'ai attendu qu'ils arrivent, et je leur ai laissé une maison vide et une lettre. Ce n'a pas été facile après. J'ai douté, j'ai pleuré, j'ai failli abandonner pendant la procédure de divorce. Mais aujourd'hui, je suis libre, et je suis heureuse. Seule, mais heureuse. » Plusieurs femmes pleuraient doucement dans la salle. Après la rencontre, une jeune femme d'une 20aine d'années s'approcha timidement. « Vous m'avez donné du courage, » murmura-t-elle. « Mon mari me dit que je ne vaux rien sans lui, mais vous avez prouvé que c'est faux. »
Clara la serra dans ses bras et sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Son histoire pouvait servir. Elle pouvait aider d'autres femmes à se sauver. Ce soir-là, Clara s'offrit un dîner dans un bon petit restaurant de quartier qu'elle aimait particulièrement. Elle commanda un plat de poisson qu'elle adorait, un verre de vin blanc, et savoura chaque bouchée en observant les gens autour d'elle. Des couples, des familles, des groupes d'amis. Elle ne ressentait ni envie ni tristesse, juste une douce satisfaction d'être là pour elle-même. En rentrant chez elle, elle passa devant la boulangerie où elle achetait son pain chaque matin. Le boulanger leva la main en la voyant. « Bonsoir, Clara. À demain. » Elle sourit et lui rendit son salut. Ces petits moments du quotidien, simples et paisibles, étaient devenus précieux. Elle connaissait son quartier. Les commerçants la reconnaissaient. Elle avait créé une vie qui lui ressemblait. De retour dans son appartement, Clara se prépara une tisane et s'installa sur son canapé avec un livre qu'elle avait commencé la semaine précédente. Elle regarda autour d'elle, cet espace qui était entièrement sien, cette vie qu'elle avait construite avec ses propres mains. Personne ne la critiquait, personne ne la contrôlait, personne ne la diminuait. Elle ferma les yeux et murmura pour elle-même les mots qu'elle avait mis 1 an à pouvoir prononcer sincèrement. Je suis Clara. Je suis libre. Je suis complète. Dehors, la ville s'endormait doucement sous un ciel étoilé. Clara ouvrit son livre, prit une gorgée de tisane et commença à lire avec un sourire paisible sur les lèvres. Elle avait gagné la seule bataille qui comptait vraiment, celle de se retrouver elle-même. Brownstone. Nice. Seems like a fun one. I'm gonna live this round. Y'all watch. I believe. If you don't, if you do, I'm not. Okay, gotta grab my lighter What is and the that? headgear. If I Does that get mean I'm gonna sacrifice top left you? lighter, top left headgear. That's the way it works. I just like True old Looping. Chulgama. Smile. Smile, I'm Wayward. smiling. you got Oh, monkey Hyla pot, did did that to you? me the other day. Huh? Like- Oh, it just shut the door in my face. How freaking rude. These ghosts, man. They have such attitudes. Oh, it's on the left side next to Bravo. Oh, I don't have a smudge. I don't have a smudge. Where are you? I don't have a smudge. Is he dead? Oh, he's dead! Oh Bravo. my gosh! I wish Did to I not pick up a revive smudge? Bravo. No, I I'll wish do to it. No, revive no, Bravo. I'll do it. No, I'll do it. Don't do it. I'll do it. I I'll do wish it. to revive my It's not friend. gonna work. No, It's I'll not do gonna it. work. It's not gonna I'll work. do it. Oh no. Oh Danny no. with the 5 no, gifted subs. No. Oh no! What? Oh, you're alive. How did you live? I'm sorry. It's a 50-50 chance. How did he live? Where did I die? Just locked in. Like, that's wild, man. Where's the Ooh, 5 more gifted subs. 28 out of 50. Wait, That's crazy. you're going crazy. Bravo's getting a tattoo? You're literally. Yo, Danny, thank you so much, Danny. Yo, you're right All right. there. It hunts it from over here. I don't know if it sounded quiet. It's like Did it right sound here. quiet? I didn't really pay attention, to be honest with you. It's in here. I don't see my, Possibly. I don't have my breath. I don't see my breath either, but I swear I heard it touch this door. I swear it came from this room. Oh yeah, well, Well, it's a I venti bet. in here. Oh my god. Oh, that's rude. Everything sounds quiet here? I didn't think so. Everything is awesome. Not an Unreal. Got the brown crucifix. Oh my gosh. Hello, meow meow. Tyler. Thank you. Hey, Slagthor. With arms With wide arms open. wide open. Dude, it's so good. Welcome in, Raiders. Welcome in. Oh, it's laughing Guess at I'm me? still alive.
It's so nice Ooh. to see you guys. We're going on an adventure. Thank you for the subscribe. Oh Thank god, you we for gotta find the subbing, bone in Old this Gamer. place, don't we? Yeah. Oh, biscuit. For those of you who are new here, my name is Simply Tyler. I always say that I'm a variety streamer, but I always end up playing something like Faz or Ghost Janitors or Abnormality, something that's going to scare the absolute poop out of me. Yo, money sign. Thank you for the follow. Good song, Cha Cha. Yeah, I completely agree with you. It's just so scary. But welcome in, you guys. How was your games? How was your games? What were you playing? How are you Thank you, doing? Danny. Ah! Oh no! It's No, you're fast. lying right now. Did you incense it? No. Smudge it. Smudge. The scream. Oh god! Oh god! Oh god! Leave me alone! Leave me alone! Wait, what? I was gonna say, how did I not die to it to begin with? Did you see that? Yeah. I was touching the ghost, like Like tapping it on the fast. shoulder, and it would not kill Was me. it a phantom? I was doing 15x on all maps. Games went good other than I didn't getting see the random ghost by model. day. Oh, Also, it You're started out really crazy. fast. Like Jen. You're- Who died? Almost. JJ, thank you for Oh, streaming live. no. Yeah, I don't know how far away you guys were whenever it saw terribly you. dark. Sammy Sam, thank you for the follow. We're doing a collab that stream was with friends right now. terrible. Wow, so dark. Who are Oh, my you? little- yeah. Who are you? it's I wish for life. dark. I wish for life. I wish for life. Oh, Fucking work. oh, he's dead. I wish to smooch my best Ooh. friend. Ooh, Ampy Kitten, thank you so much for the follow. I am playing with Wayward Bookworm, Bravo, and Worthy. They're all Yeah. so much better at this game than I Don't loop am. me into that. I'm especially terrible. Bravo Don't- and it- Worthy. Yo, be careful, guys. It's gonna hunt. Oh god. Meow. Get out of here. Get me out of here. Oh, I'm a chicken. How are you still alive, dude? Me? How am I still alive? Is that what you just asked me? No. I was talking to You I was lie. talking to Bravo, obviously. Oh, Worthy brought me back. I know. So thank you, Sammy, for the lurk. Have fun playing Fortnite. The reason I'm still alive was because I smudged when I was told to, and I had a little adrenaline. 'Cause you, Yep, you and I listened. ran away. You Yep, she listened so smudged well. and did speedy run back. I was did- trying to get the ghost's No. attention. I am really good. Bravo the furry. That's crazy. Wait, you gonna Um, do a furry costume on stream, Bravo? How many subs? Careful what you wish for. I would never. He's gonna wear the furry costume to the tattoo parlor when he goes to get his Mayo tattoo. Obviously. Oh yeah, if you sub to Bravo, he's gonna get a Mayo tattoo Stand to the side, bro. because this man likes mayonnaise on his pizza. He's Diabolical. 50 subs, Bark And is crazy, at JJ. 38. I Behave. Behave, JJ. still need a sound. Yeah, Eleb, we know about this hiding spot, this god spot right here, but we don't play like that. We don't do any like god spots or anything like that. I love mayo on my pizza as well. Yeah, that's the first time I'm hearing about it. Mayo on pizza. I can honestly Turn off say your light. I'm never gonna try that. Oh my god. Yeah, that was Jin speed up. It is a Jin. Oh my god. Oh, get me out of here! I can't I'm see. gonna die. I'm going to the corner. I'm going to a corner. don't even and know where hoping for I the am. best. I wish to leave. I'm running because I don't know where I am. I'm by the door. Oh, I slowed down. Door's Yeah, open. if you wish to leave, you slow down like a lot. I slowed down. Yeah. What did you wish for? If you wish to leave, it slows you down for like 2 or 3 Oh, no. seconds. 28 out of 50. That's crazy. Is he dead? You have to try. You can just breathe leave in with the way. Jin Is though. he dead? Yeah, it's a gen. Oh, F that. Um, No. No, don't slow me in my face. I will try the mayonnaise on pizza. I will not. Maybe I'll do That's it. on crazy. stream. I Maybe I'll do it on can stream. promise that I will not. Try it. I will. I don't snub my nose at food. How many subs, Wayward? Absolutely not. How many subs? Listen, I already have to dye my hair pink because of a sub goal. Absolutely not. Oh,
no, I already have to dye my hair pink. Like, it's not gonna look amazing. Like, it's not gonna be gorgeous. See how dark my hair is, dude. Dude, you shouldn't have made pink an option. Welcome back. There's some jobs ready for you. Didn't think I would get that many subs in a stream. Man, it's fine. You know How many that, subs was it for you? 40? Yeah. 40? Yeah, I mean, That's I kinda was funny. like, when I said 50, 40 for I was hair like, dye and then 50 for a tattoo. Yeah. They were trying to get me to do a tattoo one, and I was like, okay, if chat's gonna pick a tattoo for me, we're gonna have to wait until the next subathon, man. It's because it's because one person gifted a crap ton, so that way my husband would have to do my makeup on stream. It was perfection. Yeah, he's a really good makeup artist. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Map are we on? Already forgotten. Ridgeview? Ridgeview. Ridgeview. Oh, nice. Nice. Okay, I got it. I'm so Now ready. die to desync. I died to a Dio the other day, so I. Oh my god, I got my entire team killed by a Dio. We all hid in the closet together. It was really funny. I'm afraid. That's like I'm in danger. the slowest. most We painful death. got Ouija board. Do we have any But, sanity? No sanity. Oh.